sur l'économie et comment sortir du marxisme ou des autres systèmes dominants, j'ai pu regarder les archives, les minutes de la création justement de la BID, de la Banque islamique de développement. En fait, c'était, on voit la création telle qu'elle, mais finalement c'était un parcours de différentes discussions. Et au final, il y a eu un grand débat entre les savants de l'époque, notamment il y avait Moussa Zafra, Najatullah Berri, etc., tous les, on va dire, les pères de la finance moderne. Et un grand débat qui était de se dire, c'est les années 75, 73 à peu près ça a commencé, 75 la création théorique et 76 la mise en place des structures juridiques de la BID, de la Banque islamique de développement, et énormément de débats en disant quel est notre point de départ. Est-ce qu'on doit réinventer toute une doctrine économique, en gros l'épistémologie, la science de l'économie, ou est-ce qu'on doit prendre ce qui existe déjà à l'époque? Et à l'époque, vous savez que bon, il y avait les classiques, les Adam Smith, etc. Ensuite les keynésiens, ensuite les néoclassiques, les monétaristes, c'était l'époque de Friedman, avec des grands débats sur l'État en or, etc. Et entre eux, entre savants musulmans, ils ont eu tous ces... Mais là, c'est chez les capitalistes, tu oublies, non? Il y avait encore l'Union soviétique à l'époque. non, mais bien sûr, les marxistes, etc. Il y avait l'Irak, il y avait non, mais je veux dire, c'était déjà en phase. L'Algérie. C'était déjà, le marxisme était déjà, c'était moins en vogue, et c'était, voilà, les dérives de la trop grande centralisation se faisaient déjà voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont posé cette question, il y avait un vrai débat, qui est de se dire, effectivement, quel est notre point de départ? L'homo economicus qui était en vogue à l'époque, qui était effectivement largement discuté, les keynésiens, etc., c'était, et les fondements, c'est quoi? C'est, tu as un peu parlé, c'est l'intérêt privé, c'est la satisfaction de mon besoin personnel, donc l'intérêt privé, et de l'autre côté, ce qu'on a appelé, pour avoir un équilibre des prix entre l'offre et la demande, donc la concurrence pure et parfaite qui permet d'avoir l'équilibre. Et n'oubliez pas que tout ça, c'était des grands penseurs économistes, mais derrière, il y a eu tout un phénomène d'influence des mathématiques dans l'économie, notamment, c'est assez français, hein, c'est Walras, Léon Walras, ensuite pris par ce qu'on appelle aujourd'hui la grande théorie de TEG, la théorie de l'équilibre général, c'est Walras, Pareto, Menger, etc., etc. Et donc, ils avaient à leur possession, à leur disposition, toutes ces influences, toutes ces réflexions. Et ce débat, c'était vraiment très, très difficile, très tranché. Il y en a qui disaient non, il faut qu'on reparte de zéro, qu'on reprenne toutes les sources, justement des sources de l'islam, et qu'on invente l'équivalent de l'homo economicus dans le système islamique. Quelque part, l'homo islamicus. Et qui n'est pas basé sur l'intérêt privé, mais l'intérêt. Alors, pas l'intérêt général, parce que l'intérêt général, c'est une somme des intérêts privés. C'était vraiment le bien commun. C'est le bien commun, quel est et reprendre tous les grands principes de l'islam, notamment la justice sociale, la redistribution, la zakat, le waqf, etc., etc. Et de l'autre côté, effectivement, sur cet équilibre des prix, est-ce qu'il avait un sens? Est-ce que toute chose a un prix? Finalement, quelle est la part de la valeur marchande, de la valeur non marchande, etc. Et c'est assez intéressant de revoir toutes ces archives. Et finalement, le camp des néoclassiques a pris le dessus. Et donc, dans ces réunions-là, ils se sont dit, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Je traduis, mais c'est à peu près ça. Il y a déjà toute une pensée économique moderne. Il y a déjà des tonnes d'ouvrages, il y a beaucoup de penseurs, il y avait plus d'un demi-siècle de pensée théorique qui était là. Et ils se sont dit, on va se greffer là-dessus. On va faire une adaptation à la société islamique de cette théorie néoclassique, etc. Et je pense que, après on ne refait pas l'histoire, mais quelque part aujourd'hui on en paie le prix, parce qu'on n'a pas un système, on va dire, alternatif, différent, parce qu'il est basé là-dessus, il est basé sur ce socle néoclassique, et on a juste essayé évidemment de dire, n'oubliez pas que la finalité, ce n'est pas l'accumulation du profit, l'accumulation de la richesse, mais c'est le partage, c'est la diminution de la pauvreté, un meilleur équilibre des ressources, etc., etc. Mais clairement, quand on parle d'un socle théorique et en plus avec une influence
idéologique derrière. Hein. Le capitalisme, c'est quand même la propriété privée, etc., etc. Donc, je pense que les sources du problème viennent de là. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un système totalement différent, qui n'est pas discriminant, qui ne produit pas des choses différentes, parce que ça a été juste une greffe. Alors avec peut-être, c'était loin, hein, leur objectif, leur intention était de se dire, effectivement, pourquoi se priver de tout ça? C'est plus simple de transformer le mot economicus en le mot economicus. Finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Et malheureusement, tous les autres pensées moins dominants, comme, et notamment les Français aussi, étaient en avance hein, sur l'esprit mutualiste, la coopérative, c'est les Gilles, c'est les Bonbons, etc. Malheureusement, c'était encore très peu connu. Il n'y avait pas encore d'expérimentation à l'échelle planétaire, etc. Et je pense que c'est là où on a quelque part loupé, on a raté l'opportunité qui est de faire quelque chose de vraiment différent et surtout avec ce phénomène de la coopération, au lieu de la compétition capitaliste, de travailler davantage sur la coopération. La valeur finalement de l'islam qui représente le plus les valeurs de l'islam, des sources, etc. C'est certainement ça, la coopération, le mutualisme, l'entraide.